On va sans plus tarder débuter notre réunion puisque nous avons une matinée très chargée et dans la mesure du possible, je compte sur vous pour que vous puissiez rester jusqu'à la fin de la matinée, puisqu'après notre audition, nous examinerons les amendements qui ont été déposés pour la séance sur la PPL dont est le rapporteur Vincent Louault, et ensuite nous devons entendre le rapport d'information de notre collègue Laurent Duplon. Donc nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir devant notre commission Monsieur Rodolphe Delors, qui est président directeur général du Zooparc de Beauval, et Monsieur Martin Boy, directeur scientifique de biologie marine de la Loro Parque Fundación, située à Tenerife en Espagne, et ancien directeur scientifique du parc Planète Sauvage près de Nantes. On parle encore de la Loire-Atlantique, mais c'est plus possible. À l'initiative de notre collègue, et je l'en remercie vivement, Anne Chain-Larché, qui a été rapporteur de la loi du 30 novembre 2021, pour ceux qui siégeaient déjà dans cette commission, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, nous avons souhaité vous entendre sur la situation de plus en plus inextricable des mammifères marins en France. La loi votée en 2021 interdit d'ici fin 2026, sauf dérogation, l'exploitation, la reproduction en captivité, la détention, les spectacles de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et les visiteurs. Pour le Sénat, il était inenvisageable d'interdire la détention sans offrir de solution plus satisfaisante pour les animaux. C'est pourquoi nous avons souhaité que la capacité d'accueil en sanctuaire ou refuge soit prise en compte dans toute décision de fermeture d'établissement. En raison du retard pris dans la publication des mesures d'application de la loi et des tergiversations du gouvernement que nous avions déjà dénoncées en 2023, nous arrivons aujourd'hui à une situation non seulement ubuesque, mais dramatique pour les orques et les dauphins conservés en France. En effet, la fermeture du parc Marineland à Antibes le 5 janvier 2025 laisse dans une situation dramatique 12 dauphins et 2 orques qui attendent toujours et encore de trouver refuge. Le président du Sénat, la présidente Anne Chain-Larché et moi-même avions d'ailleurs appelé l'attention de la ministre de la Transition écologique sur le sort de Wiki et de Keijo, les 2 orques, dans un courrier commun en juillet dernier. Leur transfert vers un environnement plus adapté est plus qu'urgent. Il est indispensable. La Loro Parque Fundación, dont M. Boy est le directeur scientifique, se trouvait prête à recevoir les orques. Mais les autorités scientifiques espagnoles ont refusé cette proposition. Keijo et Wiki devraient finalement rejoindre le Wild Sanctuary Project au Canada, marquant l'échec d'une gestion européenne. Il est bien sûr nécessaire de s'assurer que les animaux ne soient pas transportés dans des pays ou des parcs où on ne pourrait pas garantir leur bientraitance. Mais à trop vouloir restreindre les capacités d'accueil en France et en Europe, c'est la vie même de ces animaux maintenus en captivité dans des conditions de plus en plus dégradées en l'attente d'une solution d'accueil qui est ainsi mise en péril. L'annonce, faite le 6 novembre dernier, de la création d'un centre d'études, de recherche scientifique et de sauvegarde pour dauphins au Zooparc de Beauval, dont l'ouverture est prévue pour 2027, est peut-être de nature à nous redonner un peu d'espoir. Vous y accueillerez non seulement les dauphins du Marineland, mais aussi les 11 dauphins du parc Planète Sauvage, dont M. Boy a assuré la direction scientifique jusqu'à très récemment. Soutenu par le gouvernement, ce projet est également appuyé par plusieurs associations comme Sea Shepherd, dans un contexte où les fermetures des delphinariums se multiplient dans toute l'Europe, menaçant ainsi près de 65 dauphins. Je rappelle cependant que plusieurs organisations non gouvernementales dénoncent ce projet, qu'elles considèrent comme un moyen de pérenniser l'exploitation commerciale des dauphins en créant, je cite, des delphinariums de luxe. La pétition lancée
par l'association One Voice contre ce projet récolte à ce jour 30 000 signatures. Sans plus attendre, messieurs, en vous remerciant de votre présence, je vous cède la parole pour que vous puissiez nous faire partager votre appréciation et votre vision de ce sujet particulièrement délicat. Ensuite, notre collègue Anne Chalarché nous fera part de ses réactions. Je la connais extrêmement mobilisée depuis de nombreuses années et elle ne lâche rien, permettez-moi de vous le dire, et vous posera, le cas échéant, des questions complémentaires. J'ouvrirai ensuite le débat à l'ensemble de nos commissaires. Je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion en direct sur le site du Sénat. Je vous laisse la parole bien volontiers. Je ne sais pas qui commence. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Directeur Général. Voilà, c'est à vous. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup pour cette audition. Je tiens à m'excuser pour les quelques minutes de retard ce matin. En effet, la circulation était un peu compliquée. Voilà, bon, on va rentrer directement sur le sujet. Déjà, moi, je me présente, je suis donc Rodolphe Dehors, je suis président de l'Association nationale des parcs zoologiques qui représente 106 parcs zoologiques en France métropole et en Outre-mer, à peu près 25-26 millions de visiteurs par an. Je suis aussi président du zooparc de Beauval, qui est de très loin le premier parc zoologique français, un des plus importants d'Europe et même du monde, qui reçoit 2 millions de visiteurs par an, parmi les premières destinations touristiques en France. Nous employons environ 1500 salariés au zooparc de Beauval, à peu près 4000 à 5000 emplois induits sur le territoire. Je suis aussi président de notre association Beauval Nature qui soutient et finance de nombreux programmes de conservation et de recherche. Je suis aussi président d'une association en Afrique que nous avons repris à gestion. Nous avons une trentaine de personnes salariées par cette association au Congo qui soutient la biodiversité sur place au Congo. Cette loi de 2021, pour moi, c'est un énorme gâchis. C'est une loi qui n'a pas été suffisamment, pour moi, préparée et surtout le service après-vente n'a pas été assuré. Heureusement qu'il y a des gens raisonnables au Sénat, par exemple, avec qui nous avons vraiment pu travailler et essayer d'améliorer, d'aménager cette loi avant sa publication. En effet, donc... Pour ce qui en est, bon, il y a le sujet des cirques, par exemple, où là, le gouvernement va avoir sur les bras à peu près 800 animaux sauvages à gérer. Mais je ne vais pas m'étendre sur les cirques aujourd'hui. C'est une activité totalement différente. Déjà que les parcs zoologiques soient assimilés à une loi où on parle de maltraitance animale, ça me choque. Si je fais ce métier depuis, moi, personnellement, en 1988, et je suis né au milieu des animaux, parce que ma mère a créé Beauval avant tout pour amour des animaux. Si je fais ce métier, si mes collègues font ce métier, si nos soigneurs animaliers font ce métier, c'est avant tout parce qu'on aime les animaux. C'est notre raison de vivre, notre raison d'être. Donc j'aime les animaux au plus profond de moi. Notre priorité avant tout, c'est toujours le bien-être animal de nos collaborateurs pour que nos visiteurs passent un moment de rêve, d'émerveillement, de sensibilisation à la cause animale, de sensibilisation à la biodiversité. Nous sommes souvent le premier voyage pour les urbains, souvent déconnectés de la nature, déconnectés du monde sauvage. Et c'est à travers l'émotion, dans les parcs zoologiques de qualité, je ne défends pas tous les parcs zoologiques, qui peuvent être reconnectés à la nature, à la biodiversité et apprendre à les sauvegarder et à les protéger, qui peuvent être sensibilisés à cette cause, au développement durable, etc. Les parcs zoologiques sont connus, reconnus notamment par l'UICN et par toutes les grandes instances internationales comme des lieux de conservation de la biodiversité. Nous sommes les coffres-forts de la biodiversité, nous finançons de nombreux programmes de conservation, nous permettons la réintroduction de certaines espèces. Nous sommes les troisièmes financeurs et parcs zoologiques dans le monde de la conservation de la biodiversité. Nous sommes aussi des lieux de recherche scientifique. Grâce aux animaux que nous gérons dans le cadre de nos programmes d'élevage, nous finançons, nous soutenons, nous organisons de nombreux programmes de recherche scientifique, toujours en lien avec les programmes de conservation sur le terrain pour mieux protéger la biodiversité. Nos animaux sont tous nés dans des parcs zoologiques. Ils ne sont pas heureusement
plus capturés dans la nature depuis des années, depuis très longtemps, et ils sont gérés dans le cadre de programmes scientifiques, de programmes d'élevage, de programmes de conservation, afin de gérer des souches hors du milieu naturel pour pouvoir les conserver et réintroduire lorsque cela est possible, lorsque cela est nécessaire, et surtout sensibiliser le public. Voilà, je pourrais m'étendre plus sur le sujet, mais je crois que c'était pour vous expliquer un petit peu très rapidement le rôle des parcs zoologiques. Venons-en au delphinarium. Je n'aime pas ce terme. Pour moi, le mot delphinarium est assimilé à cirque. Les delphinariums, par le passé, c'était, si on veut, des cirques avec de l'eau au milieu. La plupart des dauphins appartenaient à des groupes de fonds d'investissement, souvent étaient dans des parcs d'attractions. C'était assez différent des animaux de parcs zoologiques. Les delphinariums ont pris beaucoup de retard dans leurs installations et dans leur développement, contrairement à beaucoup d'espèces de parcs zoologiques, c'est clair. En France, il y avait 3 delphinariums, le parc Astérix, qui a fermé suite à la pression de certains groupes extrémistes, et des dauphins ont été passés très rapidement, ont été séparés dans différents parcs zoologiques. Il y avait Marinéand d'Antibes. Marinéand d'Antibes, ils ont clairement fait des erreurs. Ils n'ont pas investi depuis 1990. Leurs installations avaient été vieillissantes et parce que ce parc était géré par un fonds d'investissement étranger. Je les ai poussés, on a beaucoup échangé. Ils auraient dû renouveler leurs installations. En revanche, leurs soigneurs animaliers et leurs vétérinaires sont d'excellents professionnels, tous passionnés d'animaux, et les animaux ont toujours et sont toujours jusqu'à aujourd'hui extrêmement bien traités. Le parc Planète Sauvage et Dauphins appartiennent aussi à un fonds d'investissement parce que le parc Planète Sauvage fait partie d'un fonds d'investissement. Le delphinarium est plus récent, il est de meilleure qualité, mais aujourd'hui, suite à cette loi, le parc Planète Sauvage et le groupe ne veut plus investir sur cette espèce parce que tout simplement, ils en ont un peu marre d'avoir des manifestations d'une dizaine d'extrémistes régulièrement devant leurs portes à Marinéand. Donc le fonds d'investissement ne souhaite plus investir sur cette espèce. Donc il y a aujourd'hui 11 dauphins à Planète Sauvage, 12 dauphins à Marinéand. Le parc Marinéand d'Antibes a donc fermé ses portes suite à cette loi en anticipant la loi. Est-ce qu'ils auraient dû ou pas fermer au 1er janvier l'année dernière? Je ne sais pas. Je pense que cette loi a été très mal anticipée. Il ne fallait absolument pas interdire les dauphins en parc zoologique, mais il fallait pousser ces établissements à évoluer. Nous avons travaillé pendant pratiquement 10 ans à l'élaboration d'une nouvelle loi à la demande de la ministre Ségolène Royal, puis de Barbara Pompili, lorsque Ségolène Royal était ministre de l'Environnement, et Barbara Pompili était secrétaire d'État en, je crois, 2016. Puis, au moment de la publication de la première loi, la ministre Ségolène Royal a souhaité publier la loi, mais en interdisant la reproduction, ce qui n'avait pas de sens. Bon, le fait est, c'est que Marinéand, on a travaillé sur cette loi pendant pratiquement 10 ans. Marinéand a décidé de fermer suite à la publication de la loi qui interdit l'exploitation commerciale des dauphins, c'est-à-dire les spectacles comme ça se faisait par le passé. Par le passé, les dauphins, principalement les parcs d'attractions, les dauphins étaient utilisés pour en fait mettre en valeur la performance du soigneur qui sautait, qui se faisait propulser par un dauphin et qui faisait des doubles sauts périlleux au-dessus de l'eau et des figures acrobatiques. Tout ceci, on ne veut plus voir, on ne doit plus voir. Les parcs zoologiques sont des lieux, comme je vous disais, d'éducation, de sensibilisation, de bien-être. Donc on ne doit plus faire ces spectacles, c'est évident. Mais il fallait faire évoluer ces parcs et surtout pas interdire. Parce qu'on a besoin de ces animaux, encore une fois, pour l'éducation, pour la recherche scientifique et de toute façon, et pour leur bien-être. Il n'y a pas d'autre solution pour ces animaux. Aujourd'hui, comme le parc Marinéand d'Antibes est fermé et que le parc Planète Sauvage va fermer son delphinarium, que les associations qui ont demandé la fermeture de Marinéand n'ont aucune solution à proposer pour les animaux,
Le gouvernement n'a aucune solution, que ce soit M. Loïc Dombreval, que je connais très bien, qui était un peu à l'origine de cette loi, n'a aucune solution. Donc ce sont les ONG elles-mêmes qui, au printemps dernier, les ONG qui ont souhaité interdire, qui manifestaient toutes les semaines devant Planète Sauvage et devant Marie-Menande d'Antibes, qui m'ont demandé elles-mêmes de créer quelque chose de totalement différent, innovant, unique pour accueillir ces dauphins au zooparc de Beauvais, pour leur bien-être. Ensuite, c'est Agnès Pannier-Runacher qui est venue me voir, accompagnée de Barbara Pompili, qui est aujourd'hui, vous le savez, ambassadrice de l'environnement. Les deux m'ont demandé de réaliser quelque chose pour accueillir ces dauphins. Les mêmes associations m'ont aussi demandé d'accueillir les orques. J'ai dit non. Ces orques doivent être sociabilisés au plus vite avec d'autres orques. On ne peut pas accueillir 2 orques. En plus, je ne m'en sens pas capable. Je me sens capable d'accueillir ces dauphins, mais je ne me sens absolument pas capable d'accueillir ces orques. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines avec le ministère, le cabinet de maintenant Mathieu Lefebvre et Monique Barbu. Avec les ONG, on a battu un projet exceptionnel, donc à Beauvais, un projet de 10 bassins sur 2,5 hectares, 3 immenses lagons, plusieurs bassins secondaires, plus de 10 000 m² d'eau, plus de 30 000 m3 d'eau de mer, où les dauphins vivront dans un espace totalement inédit, unique au monde. Les dauphins vivront avec des très grands bancs de poissons qui viendront de pisciculture, de bar, de mec, de dorade, etc. Il y aura d'autres bassins pour des tortues marines que nous avons aussi récupérées à Marie-Menande, qui sont déjà à Beauvais, dans nos locaux de service, en attendant de leur construire une installation. Il y aura d'autres poissons marins, il y aura des petits requins, etc. Ça sera tout un complexe marin qui ne s'appellera pas delphinarium. Ce sera un complexe où les dauphins seront présentés dans un environnement extrêmement naturel comme tous nos animaux. Il n'y aura pas de spectacle. Il n'y aura pas de chlore comme ça se faisait avant. Il y aura une eau stérilisée aux rayons ultraviolets à ozone. Il y aura une très très grande station de recherche avec des chercheurs où nous allons continuer des programmes de recherche mis en place dans ces parcs et développer des programmes de recherche en lien avec les projets en mer, en lien avec des ONG comme Sea Shepherd par exemple, parce qu'on se préoccupe quand même depuis 10 ans d'une vingtaine de dauphins en France qui sont pour nous très bien dans certains parcs, même si les parcs sont vieillissants. On se préoccupe beaucoup moins des 5 à 10 000 dauphins qui meurent sur les côtes de Gascogne chaque année pris dans les filets de pêche. Nous voulons travailler avec les ONG, avec les marins pêcheurs, avec les groupements de marins pêcheurs, avec les scientifiques, avec les ingénieurs pour travailler sur des systèmes pour rendre les filets de pêche plus visibles. Tout ça, ça doit s'expérimenter en bassin. Donc ce projet a été bâti en quelques semaines. Le ministre Mathieu Lefebvre, que j'ai encore vu avant-hier, a annoncé aux ONG et à la presse à Beauvais, je crois le 6 novembre, ce projet. Là-dessus, les associations qui soutenaient le projet avant, certaines ont lâché le projet, nous ont attaqués parce que, paraît-il, qu'on allait reproduire des dauphins pour les vendre ensuite dans des pays asiatiques, ce qui est totalement une aberration. Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais de reproduction parce qu'il faut une sociabilisation dans les groupes. En plus, nous allons, nous, Beauvais, investir. Nous étions sur un budget de 30 millions d'euros. J'aurai résultat d'appel d'offres normalement demain matin, mais nous sommes à pratiquement 40 millions d'euros qui ne sont pas financés par l'État, qui seront portés par notre entreprise. J'espère très sincèrement pouvoir être suivi par France 2030 dans le cadre de l'innovation et la recherche. J'ai rencontré Bruno Bonneuil, mais dans le cadre de l'innovation et la recherche, je pense qu'il y a des possibilités. Mais sinon, ce projet est entièrement soutenu et porté par Beauvais. Il va créer de nombreux emplois. Il va permettre de maintenir les emplois des salariés, d'une partie des salariés qui s'occupent aujourd'hui des dauphins à Planète Sauvage et à Marie-Menande d'Antibes. Donc voilà, ce projet est
pratiquement prêt à démarrer. Je me suis donné encore 2 semaines pour décider si nous faisons ou si nous ne faisons pas. Nous sommes en discussion permanente avec le ministre Mathieu Lefèvre, avec Monique Barbu. Le président de la République lui-même m'a dit, il n'y a que toi, j'étais dans son avion l'autre jour en rentrant de Chine, il m'a dit, il n'y a que toi pour réaliser ce projet au zooparc de Beauvais et pour accueillir ces dauphins. Les associations qui nous ont attaqués, notamment mon ami Loïc Dombreval, avec qui pourtant j'ai d'excellentes relations, avec qui on a très bien travaillé, même si on est loin d'être d'accord sur tout, m'a attaqué en trouvant ce projet aberrant. Je lui ai dit, Loïc, tu as quoi comme solution pour ces animaux? J'ai dit depuis le début au gouvernement et aux associations, s'il y a une autre solution aussi bien ou mieux, je la soutiendrai. On parle de refuges marins, d'enclos marins, de je ne sais quoi. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Nous sommes prêts à soutenir, parce qu'il y a une centaine de dauphins en surplus en Europe, nous sommes prêts à accompagner techniquement avec nos experts zoologiques, scientifiques, et la création éventuellement d'enclos marins en Grèce, en Italie ou autre, mais c'est extrêmement compliqué, extrêmement, on ne sait pas si ça sera mieux pour les animaux. C'est des enclos, il faut des doubles filets, il ne faut pas que les animaux s'échappent, il faut contrôler la température de l'eau, il faut éviter, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de risque météorologique, il ne faut pas que les animaux bien sûr s'échappent, ça serait de la pollution, etc. Enfin, il y a beaucoup de... Voilà, et il faut pouvoir avoir la main sur les animaux, il faut pouvoir les peser, il faut pouvoir suivre leur état de santé, il faut pouvoir continuer à les alimenter, à surveiller leur alimentation, etc. Tout ça, ça ne se fait pas en quelques minutes, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà un petit peu où on en est. Je dois décider dans les 2 semaines si nous faisons ou pas ce projet. Aujourd'hui, nous ne savons pas si les dauphins de Marineland ne vont pas partir en Espagne, c'est possible. Ils devaient partir au parc de Malaga qui est fermé, sachant que les animaux et dauphins de Malaga sont partis récemment en Chine pour libérer la place à Malaga pour envoyer les dauphins de Marineland à Malaga. Concernant les orques, le ministre Mathieu Lefèvre, j'en ai beaucoup échangé avec lui, et a choisi de suivre les ONG, d'accepter l'envoi des orques dans un sanctuaire au Canada. Eh bien, si ce sanctuaire existe, s'il se fait, très bien, mais j'alerte quand même sur le fait que les orques à Marineland sont nés dans une eau qui n'est jamais descendue en dessous de 17 degrés. Au Canada, l'eau descend à 0 l'hiver, même en dessous. Aujourd'hui, d'après ce que l'on sait, il n'y a rien de construit au Canada. Il y a une levée de bouclier des propriétaires des terrains autour. Aujourd'hui, il n'y a rien au Canada. Il faut avant tout s'assurer que les conditions soient bonnes pour la sécurité des animaux au Canada. Moi, j'avais préconisé à Agnès Pannier-Runacher de les envoyer le plus vite possible pour qu'ils soient sociabilisés à Europark à Tenerife ou à SeaWorld aux États-Unis pour qu'ils soient sociabilisés avec d'autres orques. En tout cas, ces animaux doivent être, ces 2 orques ne peuvent pas vivre qu'à 2, ils doivent être sociabilisés avec ces d'autres orques, ce sont des animaux sociaux. Voilà, écoutez, je ne sais pas si j'ai répondu, voilà, je ne veux pas être trop long, j'ai déjà été suffisamment, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Il n'y a pas d'aparté pour l'instant, vous poserez votre question, Monsieur Cadec, plus tard, si besoin est. Monsieur le directeur scientifique, Boy. Bonjour. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de nous accueillir pour qu'on puisse répondre à vos questions. Je vais faire plus court que Rodolphe, parce que Rodolphe a dit beaucoup de choses et je ne vais pas répéter tout ça. Je vais commencer par me présenter. Donc effectivement, j'ai travaillé pendant 20 ans au parc animalier Planète Sauvage, où au titre de titulaire du certificat de capacité, j'avais la responsabilité du bien-être des dauphins et je gérais le programme de recherche. À ce titre, je suis co-auteur d'une 30aine de publications scientifiques sur les systèmes de communication qu'on peut découvrir chez ces animaux-là et comment ils perçoivent leur environnement. Données tout autant intéressantes pour essayer un petit peu de mieux comprendre ce qui leur arrive parfois en milieu naturel.
Je viens au titre également de président de la fondation, de l'association européenne pour les mammifères aquatiques. C'est une association qui a été créée en 1972, qui a donc mon âge, constituée de plus d'une centaine d'experts, à la fois zoologiques, à la fois de terrain, des experts dans les domaines aussi divers et variés que l'éthologie, les sciences cognitives, les neurosciences, les sciences vétérinaires. Et fort de ces expertises, nous sommes régulièrement consultés dans différents pays d'Europe pour apporter un éclairage scientifique sur les conditions de vie de ces animaux en parc zoologique et les menaces qui pèsent sur eux en milieu naturel. Je viens également, et c'est indiqué sur ma petite affiche, au titre de directeur scientifique de la fondation l'Europarc. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me retrouve à gérer cette fondation l'Europarc, et avec grand plaisir, sous le beau ciel bleu de Tenerife. Tout simplement parce que quand l'annonce a été faite effectivement par le parc Planète Sauvage qu'ils allaient mettre fin à l'activité, et pourquoi ils mettent fin à l'activité, c'est simplement un climat d'incertitude permanent qui a mené les parcs qui avaient des dauphins à jeter l'éponge, puisque incapables de réaliser des investissements, de se projeter au-delà d'un an, voire 6 mois, pendant ces 10 dernières années où ont eu lieu ces nombreuses discussions auxquelles j'ai également participé. Donc pour pouvoir poursuivre mes recherches, je n'étais plus en capacité d'accueillir des étudiants pour une thèse ne garantissant pas la présence des animaux. Donc je suis parti continuer ces recherches au sein de la fondation l'Europarc. Je vais ici être plutôt celui qui va vous répondre en tant que zootechnicien, en tant que scientifique, donc pour répondre sur la base de faits, de données. Quand ces données n'existent pas, je vous répondrai « je ne sais pas ». Par contre, sur les informations concernant ces animaux, on dispose de beaucoup de choses, et notamment sur leurs conditions de vie en parc zoologique. Et ces informations ont, pendant ces 10 dernières années, largement été malheureusement ignorées. Donc je vous ai parlé un petit peu effectivement de mon parcours. Ces 10 années de discussion, pour moi, ont été un parcours très intéressant, très difficile aussi, et il ne faut pas oublier aussi que humainement, pour les personnes qui s'occupent de ces animaux, ça a été 10 années particulièrement costauds. J'ai une petite pensée forcément pour mes collègues du Maryland qui, contre vents et marées, continuent à s'occuper des animaux, quoi qu'il en coûte. Ensuite, je pourrais bien sûr répondre à toutes les questions que vous auriez sur les conditions de vie de ces animaux en parc zoologique, sur les défis qu'ils rencontrent en milieu naturel. Je pourrais également vous éclairer sur certains aspects du cheminement législatif qui nous a amenés devant vous aujourd'hui. Je le rappelle, après 10 ans de discussion. Et puis, je compte sur vous pour me poser toutes les questions sur les perspectives réalistes et envisageables d'hébergement pour ces animaux, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de trouver un endroit où ils peuvent continuer à vivre leur vie et s'épanouir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Anne-Charles Archer. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir exposé et de revenir sur cette loi qui a été promulguée en fait en 2021, fin 2021, sur laquelle je voudrais revenir un peu parce que le texte était un texte de proposition de loi. Et comme chacun sait, une proposition de loi ne donne pas lieu à une étude d'impact. Et ça aurait été vraiment nécessaire parce que ça a été une loi de l'impréparation, une loi qui était véritablement à charge contre les différentes professions qui étaient visées et une loi de préjugés. Et au Sénat, nous avons fait notre travail pendant 11 mois. Nous nous sommes déplacés, nous sommes allés à la rencontre des professionnels qui étaient concernés. Nous avons essayé de comprendre quel impact pouvaient avoir de telles décisions éminemment politiques sur l'avenir de ces animaux, puisqu'il s'agissait de défendre le bien-être animal. En ce qui nous concerne là aujourd'hui sur le sujet particulier des mammifères marins, l'impact n'a évidemment pas du tout été envisagé, et je tiens à le dire, lorsque j'ai rencontré les rapporteurs de l'Assemblée nationale, cela me disait que ça n'était absolument pas leur problème, que ce qu'ils souhaitaient, c'était interdire, sans apporter de solution, et que les solutions seraient à la charge du ministère de la Transition écologique. Rappelons-nous 2 minutes, ce qu'il s'est finalement avéré, c'est que nous avons eu
un festival de secrétaires d'État qui se sont succédés les uns et les autres, portant des avis qui étaient très souvent différents, sans pour autant que les décrets d'application qui étaient nécessaires pour l'avenir de ces animaux soient écrits et signés, et que finalement nous sommes arrivés à une situation absolument ubuesque où une loi qui était là pour défendre le bien-être animal, bien au contraire, provoquait des décès. Il y a eu 2 orques qui sont morts à Marineland, provoquait aussi la détresse de beaucoup d'animaux. Vous avez signalé tout à l'heure les cirques avec des animaux qui devront être recasés dans différents parcs zoologiques et pour lesquels nous n'avons pas non plus de solution. En bref, une loi qui, au lieu de permettre des contrôles peut-être accrus, a préféré interdire sans apporter de solution. Donc c'est le travail que nous avons fait au Sénat, proposer des solutions avant tout et maintenir le bien-être de ces animaux. Je reviens sur un exemple qui a été soulevé, celui des dauphins, dont on sait particulièrement que ce sont des animaux sociables. En bref, ils ont besoin d'être ensemble. Et lorsque on impose une non-reproduction, cela veut dire que quelque part, comme ces animaux ont besoin d'être ensemble et en communauté, eh bien, il faut appliquer une contraception. En termes de bien-être animal, pour moi, la contraception est absolument paradoxale, voire antinomique. Donc, vous voyez, ce sont des exemples qui font que nous avons fait notre boulot au Sénat, nous avons relancé à plusieurs reprises, et je remercie notre présidente de m'avoir aidé à le faire, pour qu'il y ait des décrets d'application définissant les conditions d'hébergement, etc., etc. Dans tout cela, je voudrais bien sûr parler du rôle éminemment politique de cette loi et de tous ceux qui se sont invités dans ce qu'on a pu appeler un débat, et notamment les ONG. Parce que les ONG détiennent la vérité, on le sait très bien. Pour autant, elles ne proposent rien. Et à force de s'opposer aux différentes solutions, eh bien, nous sommes arrivés à une catastrophe, tant humaine qu'animale, et je tiens à le dire. D'autant plus qu'au Sénat, nous avons rajouté au titre de la loi conforter le lien entre l'animal et l'homme, ce qui n'était pas envisagé à l'Assemblée nationale. Donc une détresse animale et humaine, et je pense que quelque part nous ne pouvons pas nous enorgueillir de ce qui s'est passé. Après, je voudrais revenir sur le projet de Beauval, qui est un magnifique projet qui aujourd'hui semble avoir quelque part le consentement du secrétaire d'État Mathieu Lefèvre. Est-ce qu'on peut s'assurer aujourd'hui de la pérennité de ce projet, en tout cas? Est-ce que l'on peut s'assurer qu'une ONG ne va pas se mettre en travers du projet sans apporter de solution et arriver à terme eh bien, à la disparition des 11 plus 12 dauphins de Marineland et de Planète Sauvage? Et d'autre part, je voudrais revenir également sur le fait qu'il a été question pendant un moment que les 2 orques partent en Espagne. Pourquoi le départ de ces orques en Espagne a été finalement l'objet d'un renoncement? Que s'est-il passé politiquement entre la France et l'Espagne? Parce que je rappelle que l'Espagne, au départ, était partante pour accueillir ces 2 orques. Et d'autre part, avoir aussi votre regard éclairé sur l'éventualité d'un départ de ces orques au Canada, dont, Monsieur le Président, vous avez, et Monsieur Martin Boy, vous avez également insisté sur les limites de l'exercice, puisqu'on passe d'une température qui pourrait réduire de 20 degrés le milieu aquatique de ces orques, et quelque part, où en sont les limites. Et quel est votre regard aussi sur cette éventualité canadienne? Je vous remercie. Voilà, messieurs, je vous propose de répondre à notre rapporteur, qui était rapporteur de cette loi, et ensuite on ouvrira plus largement la question au commissaire. Vous voulez commencer ? Écoutez, pour mes orques, encore une fois, je pense qu'ils doivent être sociabilisés, ils doivent aller avec d'autres orques, et de solutions pour moi que j'ai proposées depuis le départ, c'était Europark à Tenerife, même si, ok, ils font des spectacles et que c'est interdit dans Iowa, ou SeaWorld aux États-Unis. C'est pour moi de la responsabilité du gouvernement de prendre attache avec ces pays pour voir la faisabilité. Le sanctuaire au Canada, moi, pourquoi pas, s'ils garantissaient à totale sécurité des animaux, et là, nous avons un gros doute, et aussi à pérennité financière
exploitation de ces animaux, enfin de pouvoir s'occuper financièrement de ces animaux sur du long terme, parce que ça c'est la priorité. Concernant le projet Dauphin Bovailles, donc c'est au départ à la demande des ONG et du gouvernement français, que ce soit Barbara Pompili, qui était un peu à l'origine de cette loi aussi, Agnès Pannier-Runacher, Monique Barbu et Mathieu Lefebvre. Mathieu Lefebvre soutient à 2000% ce projet. Parce que c'est pour le gouvernement et la seule solution, jusqu'au président de la République, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai dit depuis le départ que je n'étais pas demandeur, que j'avais d'autres projets en cours. Je suis obligé de décaler des projets pour faire celui-là. Voilà, nous avons établi une charte d'engagement qui sera signée par nous, par le ministre et par certaines ONG, certainement Sea Shepherd qui soutient ce projet. Des ONG disent qu'elles vont attaquer les projets, peut-être. Monsieur Dombreval dit aussi qu'il va attaquer les projets, peut-être. Mais je leur dis juste, écoutez, si vous avez une autre solution pour ces animaux, eh bien proposez-la. Aujourd'hui, ça fait 1 an que les dauphins tournent en rond dans les bassins de Marineland. Ils sont toujours très bien traités. Les soigneurs sont là, les vétérinaires sont là. Ils sont bien traités. Ils sont assurés financièrement par le groupe Parques Reunidos, c'est frais de fonctionnement. Mais en tout cas, nous, à Bovailles, c'est un budget de 30 à 40 millions qui sera porté par Bovailles. C'est à peu près entre 2 et 3 millions de frais de fonctionnement par an qui seront assurés par Bovailles, bien évidemment, et par les visiteurs qui viendront les voir. Encore une fois, il n'y aura pas de spectacle, ce sera une expérience pédagogique avec toute une éducation autour de la protection des grands mammifères marins, et il y aura, comme je vous ai dit, un centre de recherche important. Voilà. Est-ce que les associations vont attaquer aussi? Je ne sais pas, encore une fois, mais si elles proposent autre chose de mieux, pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas d'autres propositions que des éventuels enclos marins refuges qui aujourd'hui n'existent pas, peut-être dans le futur, et même s'il y en a un, ça serait peut-être pour 4 ou 6 dauphins dans le futur. Aujourd'hui, on parle de 23 dauphins en France et une centaine qui sont à placer. Il y en a une vingtaine à placer au Danemark, en Suède. Il y en a, voilà. Et aujourd'hui, tous les sanctuaires marins qui ont été testés ont été des échecs pour les animaux. Voilà. Merci pour ces questions, Madame la sénatrice. J'ai noté quelques petits points. Je vais commencer par la reproduction. Pourquoi la reproduction a tant cristallisé les débats? Parce que la plupart des ONG opposées à l'activité ont essayé de faire croire que cette reproduction avait une visée commerciale. Le système de gestion des populations se fait à l'échelle européenne pour les animaux en parc zoologique, pour les dauphins comme pour les autres espèces. Et en gros, le but de la reproduction est de permettre d'exprimer un comportement effectivement naturel, de permettre de conserver des groupes sociaux stables et harmonieux. Et c'est dans ce sens-là que ce programme a fonctionné pendant des années, jusqu'à la crise française. Et il y a eu un tournant, c'est la fermeture du parc Astérix, où là, il a fallu non pas faire bouger les animaux en fonction de leurs besoins sociaux, mais placer les animaux depuis une structure contrainte de fermer. Et on a commencé à voir les structures européennes, du coup, être pas surpeuplées, mais commencer à atteindre les capacités maximum d'accueil. Et ce programme, maintenant, est très perturbé. Il fonctionnait très, très bien. Il est perturbé par, justement, la fermeture de quelques parcs en Europe. Ça va affecter, effectivement, 65 dauphins en Europe sur les environ 255 existants dans les parcs zoologiques européens. La reproduction, effectivement, pour avoir vu plusieurs naissances de dauphins, elle se fait de façon naturelle et c'est un facteur de bien-être pour les animaux parce que c'est un facteur de stimulation à l'intérieur du groupe. Une naissance dans un groupe de dauphins, c'est un événement pour tout le groupe. Je reviens aussi sur le scénario espagnol concernant les 2 orques. Effectivement, le gouvernement français avait approché les autorités espagnoles et le parc, l'Europarc, qui héberge 4 orques au sein de son établissement zoologique. Et la CITES a été consultée. Elle a été consultée alors que normalement, ce n'est pas une obligation pour un échange sur des animaux nés en parc zoologique au sein de la communauté européenne. Mais néanmoins, ça a été fait vu un petit peu le caractère sensible du dossier. Et une personne
Dans cette CITES, un consultant qui est spécialisé dans les poissons d'eau douce a émis un avis négatif sur la base d'un rapport. On a demandé à avoir ce rapport aux autorités espagnoles et en fait, il est impossible d'avoir ce rapport. Il semble que ce soit une personne qui exprimait un avis et qui est bloquée. Il faut comprendre aussi que cette situation en France effraie en dehors de nos frontières. C'est-à-dire que si ces animaux français se déplacent dans d'autres pays européens, les autorités de ces autres pays sont un peu effrayées d'avoir le même développement activiste arriver chez eux. Donc ils le voient un petit peu d'un œil prudent, pour le moins. Et du coup, sur cette solution espagnole, la position de l'Europarc, alors je vais changer de casquette un petit peu au fur et à mesure des questions que vous me posez, mais là, en tant que directeur scientifique de la Fondation, je peux vous dire que le parc a été approché et ensuite n'a plus de nouvelles. Et donc, il a été un peu étonné. Ils sont venus aux nouvelles. Et en gros, la position, elle n'est pas de vouloir à tout prix héberger ces animaux au Europarc, mais de ne pas fuir les responsabilités quand on s'occupe des animaux. Et je pense que ça a transparu dans ce que tu disais, Rodolphe. On ne le fait pas par hasard. C'est parce que si les animaux sont dans le besoin, eh bien, en général, on répond présent. Et donc, la Fondation l'Europarc et l'Europarc a dit, comme ça a été le cas, vous avez peut-être entendu parler de cette orque Morgane qui a été retrouvée échouée sur les côtes hollandaises il y a quelques années. Morgane a été diagnostiquée sourde et ne pouvait pas être remise en milieu naturel. Et le parc l'Europarc a été approché à ce moment-là et a dit « Ok, on va lui faire une place, on va l'accueillir ». Morgane vit à l'Europarc maintenant. La situation est à peu près la même, malheureusement, pour les orques d'Antibes. Et donc, l'Europarc a toujours dit que s'il n'y avait pas de solution pour accueillir ces animaux ailleurs, ils seraient ravis de mettre leurs compétences au service de ces animaux. Je reviendrai un peu plus longuement sur la solution l'Europarc et pourquoi, à mon sens, elle rentre dans le cadre de la loi française. Mais je vais aller directement sur les offres d'hébergement alternatives, on va appeler ça comme ça, souvent appelé sanctuaire. Alors déjà, il y a un petit abus de langage. Un sanctuaire, c'est une zone non fermée où les animaux bénéficient d'une protection légale. Genre, on va faire diminuer la vitesse des bateaux dans cette zone. C'est le sanctuaire Pélagos qu'on a, par exemple, au sud de la France. Là, on parle d'enclos marins. Donc, ce sont des enclos pris sur la mer. Et l'approche des associations, donc elles ne sont pas là, je vais parler à leur place pour les avoir fréquentées pendant 10 ans, c'est de dire ces animaux sont faits pour vivre en mer. Le sont faits pour, c'est du créationnisme en fait. Scientifiquement, ça ne tient pas la route. Les animaux ne sont pas faits pour vivre dans la mer, ils sont adaptés à la vie en mer. Ils ont développé des compétences, ils ont développé des besoins. Si vous répondez à ces besoins en parc zoologique, et c'est vrai pour toute espèce, eh bien ces animaux peuvent aller très bien. Si vous répondez à ces besoins en milieu naturel, ces animaux peuvent aller très bien. Par contre, si vous ne le faites pas en zoo et si vous ne le faites pas en milieu naturel, vous avez un problème. Et c'est l'approche zoologique, c'est-à-dire c'est de répondre aux besoins de ces animaux pour qu'ils aient des conditions de vie les meilleures et en milieu naturel, se battre pour que on répare cette nature, pour que là aussi, ils puissent aller bien. On a beaucoup parlé du Whale Sanctuary Project au Canada. Et on en parlait encore beaucoup hier, c'était dans l'actualité. Donc c'est le projet qui a été mentionné effectivement comme solution pour Wiki et Keio. Ce sanctuaire, c'est un enclos marin en Nouvelle-Écosse. Effectivement, Rodolphe, tu l'as rappelé, les conditions de vie là-bas en hiver sont très difficiles. Entretenir une structure d'un tel type, ça veut dire des plongeurs tous les jours qui vont nettoyer les centaines de mètres de filets pour qu'il n'y ait pas de prise au courant. Ça veut dire des animaux, quand les courants se déclenchent, qui sont obligés de nager, sinon ils sont collés contre les filets. En gros, c'est une solution un peu carte postale qui, effectivement, sur les réseaux sociaux, apparaît comme quelque chose de très joli, mais qui n'est pas du tout adapté aux besoins de ces animaux. Donc le problème, c'est que ces animaux risquent, s'ils sont envoyés là-bas, de se retrouver très très vite en danger. On a un exemple, c'est en Islande. Vous avez 3 belugas à l'origine qui devaient être envoyés d'un parc zoologique en Chine dans un type d'enclos marin sanctuaire en Islande. Ils y ont été envoyés il y a plus de 6 ans maintenant. Et en fait, ils auront passé dans cet enclos marin moins de 3% du temps. Le reste du temps, heureusement que les promoteurs du projet avaient prévu un bassin intérieur, malheureusement plus petit que la structure d'origine, où ils passent tout le temps. Et là, ça fait 2 ans qu'ils y sont. Et maintenant, vous pouvez aller voir ces belugas moyennant un ticket d'entrée. Donc, en gros, ils se retrouvent dans un zoo sous standard. Tout ça pour ça. Et c'est ce que
avec l'association EAM, on essaye d'éviter à Wiki et Keijo. Pourquoi, pour l'association que je représente, la solution l'Europarc semble être la meilleure et pourquoi elle rentre dans le cadre de la loi française? C'est tout simplement parce que cette loi, et on a beaucoup échangé et travaillé dessus, elle reconnaît l'utilité scientifique pour la conservation des établissements zoologiques hébergeant des cétacés. Ça a été mon travail à Planète Sauvage pendant des années. L'Europarc, c'est un lieu d'hébergement avec une équipe qui a déjà à gérer 4 orques et qui sait donc le faire. Ça va être... Excusez-moi, j'ai fait un retour, j'ai fait un oubli sur le sanctuaire de Nouvelle-Écosse. C'est d'actualité hier parce que c'était aussi, je vais faire des petits allers-retours, excusez-moi pour ça, mais c'était aussi un lieu qui se proposait d'accueillir 30 belugas qui sont actuellement dans un parc fermé au Canada. Et hier, le ministre canadien de la mer et des pêches est allé se rendre sur place, sur le sanctuaire, est allé se rendre sur ce parc fermé et a décidé que la solution n'était pas la bonne pour ces animaux et a décidé de les répartir dans des parcs zoologiques américains et peut-être européens. Donc on a un exemple concret de quelqu'un qui est allé voir sur place, qui s'est rendu compte que cette solution du sanctuaire canadien n'en est pas une. Merci Cécile. Autre chose, et vous pourrez rentrer dans les détails et poser des questions, ce sanctuaire avait oublié d'émettre une information capitale, c'est que la pêche y est interdite en raison d'une pollution à l'arsenic. Donc ça va m'amener à quelque chose aussi de complémentaire sur ce sanctuaire. Ce sanctuaire a collecté 9 millions de dollars canadiens. 2 millions ont déjà été dépensés et le gouvernement canadien a demandé des comptes. Ces 2 millions ont été dépensés en frais d'experts versés aux promoteurs du projet eux-mêmes. Une fois que l'annonce française a été faite, les promoteurs du projet se sont empressés de réclamer 15 millions de dollars supplémentaires pour être en capacité d'accueillir les orques cet été, alors que les travaux n'ont même pas encore commencé au moment où je vous parle. Donc, effectivement, la solution ne nous semble pas correcte. Pourquoi aller maintenant sur l'Europarc et pourquoi ça correspond à la loi française? L'Europarc, je vous ai parlé vite fait des conditions d'hébergement, mais vous pourrez me poser plus de questions dessus. C'est aussi une fondation que j'ai l'honneur de diriger qui, cette année, va dépenser 1,7 million d'euros dans des projets de conservation sur le terrain. On entretient 65 projets de conservation sur différentes espèces. On a réintroduit 18 espèces de perroquets qui avaient disparu du milieu naturel et sur les cétacés, nous sommes les seuls habilités à pouvoir étudier la population d'orques de Gibraltar, les orques ibériques, qui malheureusement font la une de la presse pour chahuter un peu les plaisanciers. Nous avons publié à titre d'exemple très récemment les premières découvertes sur le dialecte de cette population grâce à un système d'enregistrement qu'on a développé dans le parc pour étudier les vocalises des orques qui sont à l'Europarc et qu'on adapte pour pouvoir mieux comprendre les orques en milieu naturel. J'espère comme ça avoir répondu à la plupart de vos questions, mais j'en attends d'autres. Pas de problème, elles sont là, elles vont arriver, donc merci. On va prendre les questions 3 par 3. On commence avec Philippe Grosvalet. Merci, Madame la Présidente. En préalable, je voudrais que nous puissions relativiser un peu les choses. Notre collègue a parlé de catastrophe, s'agissant de quelques dizaines... Oui, pardon. Oui, notre collègue a parlé de... Ah ben, je suis tout près du micro, je ne peux pas faire mieux. A parlé de catastrophe, s'agissant de quelques dizaines de dauphins, quand aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes meurent à Gaza et en Iran. Donc, relativisons nos propos s'agissant du sujet qui est proposé. Alors, Madame la Présidente, vous m'incitez à nouveau à parler de la Loire-Atlantique, en invitant M. Boyle. Mais moi, je voudrais vous parler de ce parc qui aujourd'hui s'appelle Planète Sauvage, dans lequel vous avez œuvré, et dont vous n'êtes pas responsable du passé, je le précise, puisqu'il y a 30 ans, c'est hier, ce même parc qui s'appelait Safari Africain, créé avec le soutien du Conseil général, présidé par un sénateur, à l'époque, avait fait la une de la presse, c'était le dernier zoo humain. Ça paraît peut-être anecdotique aujourd'hui, mais ça nous renvoie à ce qui se passait au moment des expositions universelles. Évidemment, cela a été interdit, et plus personne aujourd'hui n'oserait exposer des humains dans un parc zoologique. Mais ça a été le cas il y a 30 ans dans mon département. Et il s'avère que pour les mêmes raisons, ou des raisons très différentes en tout cas, le Planète Sauvage est le dernier zoo en France. Je suis allé voir avec mon petit-fils le spectacle de dauphins l'an dernier, très beau spectacle,
au demeurant. Et le dernier zoo en France a proposé des spectacles sous couvert, bien sûr, d'études scientifiques qui sont réelles. Donc je ne les dément pas. Alors ma question, elle est différente, parce que ce n'est pas l'explication de scientifique, mais M. Delors a évoqué a évoqué les dauphins du golfe de Gascogne. Alors M. Delors, je vous invite à lire l'excellent rapport que nous avons commis avec Alain Cadec et Yves Bleven pour vous éclairer sur la question des dauphins dans le golfe de Gascogne. Mais pourquoi, au fond, vous évoquez cette question? Et on pourrait d'ailleurs les ramener, au fond, à la même vision, parce que le dauphin, dans nos sociétés, occupe une place tout à fait particulière. C'est à la fois un mythe, c'est à la fois une croyance. Durkheim disait d'ailleurs que le dauphin était le symbole de l'intelligence dans le règne animal. Donc ça nous renvoie évidemment à des profondeurs. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a autant d'intérêt des médias, des populations et surtout des ONG sur la question des dauphins dans le golfe de Gascogne. Qu'est-ce qui différencie dans vos parcs zoologiques, au fond, dans le règne des mammifères, prenons les mammifères pour ne pas nous égarer, entre tous les mammifères que vous accueillez dans vos parcs et les dauphins. Nous avons dans notre département, comme dans plein d'autres départements en France, aussi des aquariums. Et personne ne s'étonne, par exemple, qu'au Croisic, un requin de taille considérable, bien supérieur aux dauphins, évolue dans un aquarium de toute petite taille. La question, c'est, au fond, puisque nous sommes dans une commission des affaires économiques, c'est pour ça que je suis revenu 30 ans en arrière. La question, c'est quel est l'avenir des parcs zoologiques, pas simplement des dauphins, des parcs zoologiques, sachant les évolutions sociétales, connaissant la force et les impacts aujourd'hui dans nos sociétés de la défense animale. Je vous interroge parce que moi, je suis un défenseur des parcs zoologiques. Je vous interroge sur le modèle que vous allez développer. Je ne crois pas, mais dans votre modèle pour les mammifères marins, mais je peux me tromper, mais le modèle que vous avez actuellement, qui a déjà beaucoup évolué, entre les cages et ce que je peux voir aujourd'hui dans les parcs zoologiques dans mon territoire, je pense qu'il devra encore évoluer, et c'est à 30 ans qu'il faut vous fixer si nous ne voulons pas, effectivement, avoir des mesures ou des lois qui me semblent, moi aussi, mauvaises, parce qu'elles ne permettent pas de trouver des solutions. Donc des solutions à long terme, et c'est par pas de 10, 20 ou 30 années qu'on sera en capacité de trouver des solutions. Merci. Daniel Fargeot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général, Mesdames et Messieurs les directeurs. Alors une petite question plus généraliste. De plus en plus de voix s'élèvent contre les zoos. Pourtant, la fréquentation que connaît le zoo de Beauval est spectaculaire. Alors, comment expliquez-vous ce décalage entre une fréquentation qui plébiscite un intérêt fort pour les zoos, puisque près de 24 millions de Français s'y rendent chaque année, et des actions parfois spectaculaires dénonçant les pratiques de ces établissements? Enfin, pensez-vous que cette pression politico-médiatique met en danger l'existence de certains zoos? Les plus petites structures sont-elles plus ou moins exposées? Merci. Et pour la dernière question de cette première série, Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Messieurs les directeurs, tout d'abord le rappel de quelques évidences. Vous avez parlé de votre rôle de conservation de la biodiversité. Je pense que la meilleure conservation se fait en milieu naturel, en préservant les milieux. Ça, on le rappelle assez souvent, et je pense que là, les ONG et des associations font ce travail pour préserver cette biodiversité en milieu naturel, et ça me semble essentiel à rappeler. Vous avez parlé aussi du deux poids, deux mesures, avec les milliers de dauphins qui sont pris dans les filets dans le golfe de Gascogne. Je partage complètement. Je partage également, je ne sais pas parce que vous n'avez pas dit, mais on fait une hiérarchie entre les animaux en permanence, mais il y a aussi à rappeler la problématique du bien-être des animaux d'élevage, qui est entier également. Donc tout cela montre la complexité de notre rapport à l'animal, et ça n'empêche pas par contre de poser quelques questions. Vous faites un projet à 25 millions d'euros. Comment cela peut-il? Quel est le modèle économique? Vous avez parlé de reproduction, de besoins sociaux de ces animaux. Est-ce que ce n'est pas un besoin économique avant tout? Parce que lorsque l'on investit autant, est-ce que l'on peut se dire que cette activité va péricliter au fur et à mesure du vieillissement des animaux et de leur raréfaction?
Donc voilà, c'est une vraie question. Si Shepherd parle d'accueil transitoire, alors est-ce qu'on est vraiment dans un accueil transitoire ou est-ce qu'on est dans une perpétuation d'un modèle un peu, je veux dire, évolué, ou alors est-ce que cet accueil transitoire n'est qu'une lubie ou quelque chose d'utopique? Vous avez parlé un peu des sanctuaires marins, vous avez montré tous ceux qui ne fonctionnaient pas. Est-ce qu'on peut espérer demain une réintroduction dans le milieu naturel? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'impossible? Voilà. Et les visées scientifiques, est-ce que là aussi on n'est pas un petit peu dans un prétexte? Quelles sont réellement les études scientifiques qui sont faites sur ces animaux-là et quels sont les apports? Merci. Messieurs, si vous voulez bien répondre. Écoutez, merci beaucoup pour ces questions très intéressantes. Rapidement, concernant le zoo humain, en effet, en 1900, il y a eu une sorte de zoo humain au jardin d'acclimatation. Il y a plus de 30 ans, à Planète Sauvage, ils ont fait venir une troupe africaine de danseurs, de sculpteurs, etc. Ils ont créé un village africain qu'ils ont appelé le village de Bamboula. C'était certainement une erreur, etc. Non, mais, voilà, je ne reviendrai pas sur ce sujet, mais il y a eu un amalgame de faits par des associations, etc. Voilà, je pense que ce n'était pas une excellente idée, clairement. Moi, je suis un amoureux des animaux, un très grand défenseur des parcs zoologiques. J'estime que les parcs zoologiques ont vraiment une utilité aujourd'hui dans notre monde. Je ne défends pas tous les parcs zoologiques. Il y a des parcs zoologiques, j'ai demandé la fermeture au gouvernement de certains parcs zoologiques. On vient d'obtenir la fermeture d'un parc qui était pour moi scandaleux. C'est des parcs zoologiques qui sont tapés par le gouvernement pour organiser souvent le placement de ces animaux. Ce que je souhaite, c'est avant tout élever toujours le niveau des parcs zoologiques. Le parc zoologique, parfois, a une connotation péjorative, mais les parcs zoologiques ont vraiment un rôle d'éducation, de conservation, de recherche scientifique. Je ne sais pas ici qui connaît Beauvais ou des parcs zoologiques de qualité, mais il n'y a pas que Beauvais, il y en a d'autres, attention. Je vous invite tous à venir. Palmyre, c'était mon modèle il y a 30 ans, mon ami Claude Caillé, etc. En tout cas, on vient de faire une enquête IFOP. 80% des Français connaissent Beauvais. 98% des Français qui connaissent, qui ont entendu parler de Beauvais, ont une très bonne opinion de Beauvais. Et concernant et à confiance envers, pour assurer le bien-être animal, quand on pose la question avec IFOP, les Français font confiance à 87% aux vétérinaires en termes de bien-être animal. Et les Français font confiance aux associations de protection de la nature, de protection animale à hauteur de 78%. Et les Français font confiance aux parcs zoologiques pour le bien-être animal à hauteur de 72%, donc pratiquement proche des associations de protection animale. Donc 72% pour les parcs zoologiques, ce qui est quand même très fort. Avec ça, on gagne une élection à main au premier tour. Et font confiance aux parcs d'attractions à hauteur de 57% en termes de bien-être animal, font confiance au cirque à hauteur de 39% et font confiance au pouvoir public pour s'occuper des animaux en termes de bien-être animal à hauteur de 32%. Ça, c'est un sondage IFOP qu'on a d'il y a 15 jours. Donc voilà, encore une fois, Delphinarium, ancienne génération, ont pris beaucoup de retard. Nous, le projet m'a demandé de bâtir, que le gouvernement m'a demandé de bâtir et que les ONG m'ont demandé de bâtir, pour nous, on l'a conçu pour qu'il y ait 30 ans d'avance. Mais concernant nos installations, on se remet en question en permanence. Ça fait 3 fois qu'on qu'on déménage nos lions, par exemple. Nos Amantin, on a fait une installation, on a d'autres grands mammifères marins. On a des otaries, on a 17 amantins à Beauvais, on en a un qui est né encore la semaine dernière, ce très grand mammifère marin. Et amantin, on a construit notre premier bassin en 97, qui était totalement innovant. Et bien en 2020, on a construit un dôme équatorial, 40 millions d'euros pour les amantins et d'autres espèces, où on a conçu un complexe pour les amantins totalement innovant, où on a pris beaucoup d'avance. Mais je ne dis pas que dans 15 ou 20 ans, on ne fera pas encore mieux pour nos amantins. On évolue en permanence avec les connaissances que l'on a de nos soigneurs,
de nos vétérinaires, de nos biologistes, etc. Donc pour moi, les parcs zoologiques ont un grand avenir devant nous. Et si on crée ce complexe, c'est vraiment, avant tout, pour le bien-être animal. Et la recherche scientifique n'est pas une justification, c'est une réalité. Et c'est pour moi indispensable. Mais je n'ai pas la prétention de dire que ce ne sont pas les parcs zoologiques qui vont sauver la biodiversité. Ce sont les parcs zoologiques en lien avec les ONG, en lien avec les pouvoirs publics. Les parcs zoologiques sont des maillons de la conservation de la biodiversité. On travaille avec des très grandes ONG comme AEPO au quotidien, comme IUCN, comme des grandes ONG internationales qui veulent avancer pour les animaux. Et mon souhait, c'est qu'on avance tous ensemble dans un même sens. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Rodolphe. Merci beaucoup pour ces questions parce qu'effectivement, elles sont importantes et elles sont d'une qualité tout autre que celles que j'ai eues pendant 10 ans. Je suis très content que vous soyez venu voir la présentation à Planète Sauvage. Vous avez dû noter qu'effectivement, on ne fait pas que faire de la recherche et présenter les animaux, mais on présente nos recherches et on présente des données sur ces animaux. Et je pense que c'est ce qui est maintenant, avec l'évolution de la société, attendu par les visiteurs. Et c'est aussi notre mission de passer ces informations au plus grand nombre. Il ne faut pas oublier que les zoos, ce sont des lieux presque d'éducation populaire. C'est-à-dire que nos visiteurs sont des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller voir les animaux là où ils sont. Et tant mieux, il faut arrêter à vouloir tout le temps aller voir les animaux dans le milieu naturel. Ça commence à devenir aussi un problème. Mais en gros... je pense que le signe le plus probant, en France, Rodolphe y en a parlé, mais en Espagne, par exemple, cette année, nous avons battu le record d'affluence dans les parcs zoologiques une année de plus. Donc les gens vont de plus en plus dans les parcs zoologiques et les parcs zoologiques deviennent de plus en plus des endroits où les gens vont pouvoir observer la nature. Et on parlait de l'évolution de ce modèle. L'évolution, elle est permanente et c'est toute la question qui a été peut-être ratée dans les 10 dernières discussions. Au lieu de vouloir une interdiction, il fallait promouvoir une évolution et accompagner. Ils refusent le bonheur des gens. Top. Et du coup, là, ça ne va pas être mon domaine de compétence. Mais là, sur le modèle, le modèle, il est effectivement tiré vers le haut par des parcs zoologiques innovants. On appelle ça les parcs zoologiques modernes qui sont accrédités, c'est-à-dire qui se prêtent à des inspections régulières sur tout un tas de choses. Et pour en avoir fait des inspections, en avoir subi, je peux vous dire que c'est fait de façon très carrée, avec au cœur le bien-être animal. Sur le danger par rapport à la pression médiatique, c'est tout le problème en fait, parce que cette discussion, elle est médiatique, elle est, je vais dire un grand mot, mais elle est dogmatique et elle est trop rarement scientifique. Et c'est pour ça qu'un problème mal posé arrive aux conséquences qu'on a maintenant pour les animaux directement. Sur la question sur la conservation et la protection des espèces dans le milieu naturel, bien sûr qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Et comme ça a été rappelé, les associations et les zoos travaillent main dans la main. Là où je veux quand même faire un petit distinguo, c'est qu'il y a association et association. Il y a des associations qui sont très actives sur le terrain et souvent les zoos travaillent avec ces associations-là. Et puis vous avez des associations qui vont être plutôt de type droit animal. Et on a le droit de se poser des questions sur le droit animal. On a parlé de l'élevage, c'est très important. Mais ce n'est pas forcément des actions de conservation. Et moi, j'ai eu affaire à des gens qui critiquaient mes travaux de recherche en disant « ce n'est pas de la science ». C'est pourtant publié dans des revues à côté de lecture. Et ils allaient m'expliquer ce qu'était la science alors que c'était des juristes ou des musiciens. Et le problème, il est là, c'est que sur les réseaux sociaux, on devient expert de tout à tout moment. Et comme par rapport à la presse, j'ai répondu énormément de fois à la presse où j'ai essayé de faire passer le message que, par exemple, les mammifères marins en parc zoologique vivent plus longtemps qu'en milieu naturel. C'est un consensus scientifique. Il n'y a pas une étude qui montre l'inverse depuis les années 90. Eh bien, c'était présenté comme une opinion. Monsieur Boy pense qu'ils vivent plus longtemps et Madame Intel pense que ce n'est pas vrai. Et on n'a pas été plus loin et c'est bien dommage. Ensuite, sur la reproduction, je pense que c'est vraiment un des nœuds de la discussion. Cette reproduction, si elle est présentée comme un moyen de faire alors soit de l'argent en vendant les animaux, complètement faux,
soit, et j'entends dans la question, faire venir des visiteurs pour voir des bébés animaux. Pareil, ce n'est pas du tout la question. La vraie question, elle est avoir des groupes sociaux variés, avec des classes d'âge différentes, parce qu'on se rend compte que chez les cétacés notamment, chaque classe d'âge a son rôle. Une petite anecdote, vous avez mis une pièce dans la machine, mais les orques embêtent dans Gibraltar les bateaux, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de thon pour les nourrir pendant des années. Et donc, il n'y a plus de naissance dans cette population d'orques. Traditionnellement, dans cette culture, parce qu'on parle de culture chez ces animaux-là, dans ces cultures, quand les grands vont chasser, les ados restent avec les petits pour surveiller qu'ils ne fassent pas de bêtises. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus ces ados pour surveiller les petits, et les petits sont allés voir les bateaux et ont joué avec. Les grands ont trouvé ça rigolo, et maintenant, ils jouent tous avec jusqu'à les couler. Donc, en gros, c'est dans ce sens-là qu'en parc zoologique, il faut respecter la dynamique sociale de ces animaux, ce qui n'était pas forcément fait il y a des années, mais ce qui maintenant est complètement intégré dans nos systèmes de gestion des populations. Sur enclos marins sanctuaires, là, pareil, tout à fait d'accord, il existe des enclos marins, mais gérés de façon experte et professionnelle, suivant les standards et les guidelines des parcs zoologiques. Ça existe dans les Caraïbes, il y en a, dans différents endroits du monde, il y en a. Ce sont des zoos, il y en a au Mexique, je crois aussi. Par contre, là où on a un problème, c'est quand des gens non experts vont partir du principe que par magie, mettre des animaux dans des enclos marins va suffire à assurer leurs besoins. C'est là que les catastrophes arrivent. Et l'enclos en Islande, c'est exactement ça. C'est une asso qui a voulu prouver qu'ils y arrivaient. Ils ont fait une démarche d'essai-erreur. Le projet n'est plus du tout ce qui était à l'origine. Tout ce qu'ils avaient prédit n'a pas fonctionné, mais ils continuent à dire sur les réseaux sociaux que tout va bien. Et là, le danger, il est là pour les animaux. Sur les études scientifiques, vous avez vu, je suis le bon élève, je prends une par une. Sur les études scientifiques et la valeur de ces études scientifiques, elles sont tout simplement complémentaires et on ne se pose pas la question pour d'autres espèces entre ex situ, c'est-à-dire animaux ne vivant pas dans leur milieu naturel, et in situ, vivant dans leur milieu naturel. Et on a l'image complète que quand on a les deux façons d'approcher la question. En gros, le sonar du dauphin, on en serait encore à nous poser des questions s'il n'y avait pas eu des dauphins dans les parcs zoologiques. Et on continue à étudier ce sonar des dauphins pour comprendre pourquoi ils ne le détectent pas dans les filets. Donc en gros, je suis assez d'accord avec vous qu'il ne faut pas exclure ce qui se fait sur le terrain et ce qui se fait en zoo, c'est travailler ensemble. Et c'est ce qui se passe maintenant, et vous avez, tu en as parlé, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a édité un statement pour dire que sans les zoos, on aura un gros problème pour répondre aux défis que rencontrent les animaux en milieu naturel, y compris pour les dauphins. Il y a eu un workshop il y a quelques années où l'UICN a publié les solutions pour la conservation à partir des dauphins ex situ. Et donc, il y a des recherches qui sont faites dans plein de structures modernes européennes et on publie très, très régulièrement. Je vous ai parlé de 30 publications pour lesquelles je suis co-auteur, mais la Fondation L'Europarc, on est en 30 ans à plus de 365 publications scientifiques sur ces animaux. Je pense que aussi le nœud central de toute cette question, c'est le bien-être animal. Et ce concept, il est pris par chacun à sa sauce, alors que bien-être animal, c'est avant tout une science et c'est objectif. On peut objectiver le bien-être des animaux, c'est-à-dire au lieu de parler à leur place en ayant des avis divergents, c'est de voir ce que les animaux nous montrent sur comment ils expérimentent leurs conditions de vie. Et chez les cétacés, par exemple, vous avez la diversité comportementale. À Planète Sauvage, on avait mis ça en place avec l'équipe. Tous les jours, 5 fois par jour, ils vont observer les comportements des animaux et on va pouvoir, pour chaque individu, voir si vert, tout va bien, orange, attention, il peut y avoir un souci, rouge, action à prendre. Ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur les stimulations proposées aux animaux. En fait, on va rentrer là dans un détail zootechnique qui n'est jamais passé dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Les gens qui s'occupent de ces animaux savent très bien ce qu'ils font et ce savoir-faire est tellement important que quand vous avez un beluga qui remonte la Seine, vous avez des associations qui vont rester 10 jours à les observer et attirer l'œil de tout le monde et c'est un travail hyper important. Mais quand il faut sortir cet animal pour le confier au vétérinaire pour voir si on peut le sauver, et dans ce cas-là, malheureusement, on n'a pas pu, on appelle les équipes du Marineland et les équipes de Planète Sauvage. Donc en gros, c'est plutôt que de vouloir toujours pousser d'un côté l'un contre l'autre, c'est un petit peu de voir qu'est-ce qu'on peut partager en commun dans l'intérêt des animaux en zoo et sur le terrain. Je suis peut-être un peu naïf, mais c'est comme ça que je vois les choses.
Merci. On va passer à une nouvelle série de questions. Et donc, s'il n'y a plus d'autres intervenants, j'ai encore quatre commissaires qui souhaitent vous poser des questions. Evelyne Renaud-Garabédian. Monsieur le Président, le zoo que vous dirigez s'est imposé aujourd'hui comme un expert majeur international en matière de conservation. Le projet du Centre de protection des dauphins dont vous avez parlé et les partenariats que vous avez constitués avec la Chine, notamment qui sont marqués par l'accueil historique du couple de pandas que vous avez réalisé en 2012 et la signature d'une lettre d'intention pour d'autres arrivants en 2027. Ces accords représentent en réalité une coopération zoologique plus large pour incarner une forme de soft power économique. Pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont ces collaborations génèrent des retombées concrètes pour notre commerce extérieur, notamment via l'export de savoir-faire précis, des transports d'animaux complexes entre les différents continents, les formations spécialisées, notamment sur les vétérinaires, des technologies de reproduction dont vous avez commencé à parler, ou d'échanges encore de matériel génétique. Merci. Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente, merci messieurs et Madame. Bon, c'est sûr, on est tous très ambigus, très ambivalents sur ces questions-là. On a été bercé pour ma génération à Dactari, à Flipper le Dauphin. Et puis on allait dans les zoos et moi j'ai emmené mes enfants à Vincennes. J'ai pas eu l'occasion d'aller à Beauval, mais à Thoiry. Bon, voilà, et ce sont toujours des découvertes, ou à Océanopolis à Brest, et c'est magnifique d'emmener ses enfants là-bas, y compris pour soi-même, de voir c'est pédagogique, c'est de l'émerveillement, et en plus quand il y a de la science autour et de l'encadrement scientifique, c'est bien. Après, ça m'est aussi arrivé d'aller voir des zoos au fin fond d'un village l'été, et vous avez des animaux qui sont dans des états absolument catastrophiques, et c'est bien que ça s'arrête aussi. Ce que vous avez évoqué sur, au fond, l'utilisation à des fins de jeu parfois intensifs, excessifs des mammifères marins, la fin de ça va dans le bon sens. Donc, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous dites, et on a évoqué le golfe de Gascogne, on pourrait évoquer les îles Féroé. Comment on arrive à laisser encore, au nom de pseudo-traditions, le massacre des dauphins dans les îles Féroé. Voilà. Et puis je suis d'accord avec ma collègue, les PPL sans études d'impact, c'est nul. On en a quelques-unes, y compris intégrons parfois la science dans les études d'impact, ça ira mieux, on fera moins de bêtises. Juste ma question, en fait, c'est la gouvernance de ce que vous proposez. Qui y aura autour de la table pour s'assurer qu'en fait, tous les intérêts de la société soient représentés, au-delà évidemment de l'intérêt économique et du fait que c'est votre initiative. Mais je vois bien qu'il y aura des scientifiques. Qui y aura d'autres autour de la table pour la gouvernance de ce projet? Merci. Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente, merci à tous les deux. Je voudrais partir du propos qu'a tenu il y a quelques instants Monsieur Bois. Il a évoqué la question du bien-être animal. Et par extension, mais vous avez introduit l'idée dans votre propos, par extension, la question du bien-être humain global. Il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, de tomber un peu par hasard sur un documentaire présentant ce que peut, en matière de soins de jeunes et d'adultes, affectés par des handicaps moteurs ou des handicaps psychologiques, ce que peut apporter la delphinothérapie. Ce sujet, me semble-t-il, n'a pas été abordé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, j'ai compris que les animaux qui étaient sollicités pour ce faire, en fait, ne pouvaient pas, évidemment, revenir à l'état sauvage, qu'ils étaient définitivement. Voilà. Ce que j'ai vu me fait penser qu'ils sont traités plutôt correctement, voire très correctement. Mais je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant peut-être à creuser, à développer,
parce qu'il semblerait que, alors tout ça reste peut-être à démontrer scientifiquement, hein, vous nous le direz, peut-être, mais il me semble qu'il y a quelque chose peut-être à développer qui irait dans un sens d'intérêt général. Et comme illustration d'un concept que certains d'entre nous connaissent ici, celui de One Health, c'est-à-dire de santé globale, où finalement on prend en compte le monde vivant dans tous ses aspects pour en tirer un meilleur être, un bien-être général. Merci. Et dernière question avec Annick Jacquemet. Merci, Présidente. Déjà, je voulais vous remercier, messieurs, pour la passion qui émane de vos propos et l'amour des animaux aussi, qu'on ressent vraiment quand on vous entend. Alors, je voulais vous interroger sur le départ des pandas de Beauval qui a marqué un tournant, tant sur le plan émotionnel que diplomatique. Et à l'heure où la Chine utilise de plus en plus la diplomatie du panda comme un outil stratégique, et où les attentes du public, on en a parlé en matière de bien-être animal évoluent rapidement, comment voyez-vous l'avenir de la présence des pandas en Europe ? Pensez-vous que les zoos occidentaux pourront continuer à accueillir ces animaux emblématiques ? Et si oui, à quelles conditions ? Et puis j'ai une question subsidiaire. Si vous pouvez nous expliquer le lien entre bien-être animal et reproduction ? Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, messieurs. Alors, pour répondre assez rapidement, Monsieur Jadot, merci pour l'intérêt que vous portez au parc zoologique et je serais vraiment, merci de l'intérêt que vous portez au parc zoologique et je serais vraiment très heureux de vous recevoir à Beauval, de vous faire visiter les Ça vaut le coup. Vraiment, je vous invite, et de toute façon, je vous invite tous, mesdames, messieurs et sénateurs, à nous rendre visite. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Oui. Parce que je pense que mais que tant qu'il nous reste, j'aurais du mal à rentrer plus encore dans les détails. Comme je vous ai dit, je ne défends pas tous les parcs zoologiques. Les parcs zoologiques, certains doivent évoluer, certains doivent fermer. Je pense que les services de l'État ne font pas suffisamment leur travail. Parfois. Ah oui, certains les services de l'État ne font pas toujours leur travail. J'ai demandé à certains, au gouvernement de fermer certains parcs zoologiques qui faisaient honte à la profession, qui ne respectaient pas les standards français, les normes françaises et le bien-être animal. Donc ça, je suis vraiment, je dirais, les parcs zoologiques évoluent et doivent encore évoluer pour certains. Concernant ce projet dauphin, donc il sera porté par Beauval, financé par Beauval si nous le réalisons. Les frais de fonctionnement seront assurés par Beauval. Il y aura une charte que nous avons établie avec le ministère, qui sera signée par le ministre, par Beauval, une charte d'engagement, et par certaines ONG, chez Shepherd certainement, et peut-être d'autres. Cette charte, et il y aura un comité scientifique avec les services de l'État, avec le ministère, avec des scientifiques, des représentants d'ONG. Nous nous réunirons régulièrement en toute transparence. Finalement, cette charte porte principalement sur 3 points. Les dauphins, d'abord le bien-être des dauphins et la non-utilisation de produits chimiques tels que le chlore par exemple, le fait de ne pas faire de spectacle bien évidemment avec les dauphins, le fait de présenter un environnement naturel, etc. Le fait qu'il n'y aura pas d'insémination artificielle. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de reproduction de dauphins en parc parce qu'il y en a aujourd'hui trop en Europe, mais comme on l'a expliqué, pour la sociabilisation des groupes, peut-être que dans le futur, il y en aura besoin. S'il y a de la reproduction, ce sera une reproduction choisie et assumée, c'est-à-dire que notre métier, c'est la gestion des populations et la gestion de la population animale. Donc, si des animaux doivent être à Beauval parce qu'il y a un besoin de sociabilisation sociale pour le groupe, soit ils resteront à Beauval, et si jamais des dauphins sont exclus du groupe, nés à Beauval ou d'autres exclus, soit ils resteront à Beauval, nous avons suffisamment de bassins, soit s'ils partent dans d'autres parcs zoologiques, ça sera des parcs zoologiques qui auront des conditions de vie
équivalentes, c'est-à-dire pas de spectacle, des conditions de vie équivalentes. Aujourd'hui, il n'y en a pas en Europe, il y en a peut-être un ou deux à Nuremberg ou peut-être dans le futur que d'autres parcs vont réaliser, et je l'espère des infrastructures comme les nôtres. Mais en tout cas, la chose est sûre, c'est que jamais un dauphin de Beauvais partira dans un parc zoologique hors Europe ou même en Europe où les conditions de vie ne sont pas appropriées, ne sont pas au niveau de Beauvais. Et ça c'est très clair. Ensuite, donc, le projet se fera en toute, bien sûr, transparence. Concernant les pandas géants, en effet, les premiers pandas sont arrivés en 2012 grâce à un accord entre le président Nicolas Sarkozy et le président Hu Jintao. Le panda, c'est le trésor national chinois, symbole de paix, symbole d'amitié, symbole de diplomatie, mais c'est aussi le symbole des animaux menacés, des animaux en voie de disparition. Et si les Chinois confient dans quelques parcs zoologiques dans le monde, 17 parcs zoologiques aujourd'hui dans le monde hors Chine, ces animaux, c'est aussi pour sensibiliser le public du monde entier à la conservation de ces espèces emblématiques. Je vais très régulièrement en Chine, j'accompagne les présidents de la République à chaque voyage d'État en Chine. J'étais encore au mois de décembre avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. On est allé voir d'ailleurs Wanman, le filleul de Brigitte, à Chengdu. Très clairement, s'ils placent ces animaux dans des parcs, c'est pour sensibiliser le public, encore une fois, et surtout, j'ai pu constater le travail que font les Chinois pour protéger, conserver le panda. C'est absolument exceptionnel. Quand les Chinois font quelque chose, ils le font à fond. Et ils ont replanté des millions d'hectares pour protéger les pandas. Alors on se dit, pourquoi protéger les pandas plus qu'une autre espèce? Déjà, quand on protège une espèce symbolique, qu'on protège une région entière pour protéger une espèce, eh bien on protège toute la faune et la flore qui va avec. Et nous, en accueillant des pandas, nous versons une redevance annuelle à la Chine, au ministère des Forêts, pour la conservation des pandas. Les parcs zoologiques travaillent en réseaux mondiaux pour la conservation des espèces et pour les bonnes pratiques. Voilà, nous échangeons pour répondre à madame, avec nos collègues chinois en permanence pour échanger les bonnes pratiques pour les techniques d'élevage, de reproduction, de recherche scientifique. Voilà, nous avons des échanges permanents à travers tous les parcs zoologiques sérieux du monde entier. On n'achète pas les animaux, on ne les vend pas, on ces échanges en cadre de programmes scientifiques, de programmes d'élevage. Les pandas sont arrivés les premiers en 2012 pour une durée de 10 ans. Grâce à Emmanuel Macron, on a prolongé le partenariat jusqu'en 2027 de 5 ans. Le premier bébé panda Wanman, qui est pour marraine Brigitte Macron, est reparti en Chine. Brigitte est accompagnée jusqu'à dans l'avion en 2023. On est allé le voir récemment. Donc elle est vraiment attachée à son filleul. Il y a deux jumelles qui sont nées en 2021 ont pour parrain et marraine le footballeur Kylian Mbappé. Et deux jumelles sont encore à Beauvais. Beaucoup pensent que tous les pandas sont partis de Beauvais. Non, il reste les deux jumelles. Ce sont les parents qui sont partis parce qu'ils avaient un léger problème, la mère avait un léger problème rénal. Rien de grave, mais les Chinois ne voulaient pas qu'il arrive une catastrophe en France, pas une question politique, diplomatique. Donc ceux qui sont repartis au mois de novembre, ce sont les parents. Aujourd'hui, il reste les deux jumelles. Et devant les deux présidents, Macron et Xi Jinping, j'ai signé une lettre d'intention, comme quoi on va prolonger le partenariat de 10 ans. Donc prochainement, les deux jumelles vont repartir et nous allons recevoir 2 autres pandas pour 10 ans de plus. Clairement, la Chine avait retiré un moment les pandas des États-Unis. Ils en ont renvoyé avec San Diego et Washington. Ils viennent de retirer tous les pandas au Japon. Clairement, c'est une question diplomatique et politique, et que tant que nos deux pays sont amis, il y aura toujours des pandas en France. Mais en tout cas, c'est du soft power, oui, mais il y a un échange permanent, scientifique, permanent sur le bien-être animal. Les zoos chinois ont beaucoup de retard, mais ils évoluent très vite, comme tout en Chine. Et voilà, donc un petit peu pour ces sujets. Peut-être Martin Boy sur les sujets plus dauphins et... Oui, je pense
pense être assez incompétent en matière de panda, donc je ne vais pas vous parler de panda, moi. Mais pour répondre à votre question, monsieur le sénateur Jadot, sur l'étude d'impact et la science, effectivement, je pense qu'on n'en serait pas là si les questions scientifiques et l'objectivité avaient été dans le débat. Je rappelle quelques petites informations qui ont complètement été oubliées dans ces débats. On a été beaucoup accusés d'avoir des animaux maintenus dans des mauvaises conditions et dans un état de bien-être diminué. On sait, je vous ai parlé de la longévité, que la longévité est supérieure en parc zoologique pour les cétacés qu'en milieu naturel. Et d'ailleurs, en milieu naturel, malheureusement, pour les groupes qui sont surveillés, elle diminue. Donc c'est un souci. En termes de confort de vie, il y a des indicateurs démographiques, et ça a été publié il y a 2 ans. En termes de confort de vie, on a un pattern démographique qui permet de dire que ces animaux vivent dans des conditions de confort. En termes de respect de la vie sociale, vous avez les travaux notamment du professeur Dudzinski, qui a beaucoup étudié en mer et en parc, et qui montre que pour les orques ou pour les dauphins, la richesse et la qualité de la vie sociale est la même. Et en termes de santé, et c'est encore une mauvaise nouvelle pour le milieu naturel, on se rend compte que le système immunitaire de ces dauphins, il est sollicité à intervalles réguliers en parc zoologique, c'est-à-dire ils tombent malades, et dans le système immunitaire, on peut voir à quel moment ils sont tombés malades, mais je dirais comme vous et moi. Et en milieu naturel, ce système immunitaire, il est en permanence activé. Et encore une fois, ça nous rappelle qu'il va falloir peut-être se poser les bonnes questions et commencer à avoir un peu plus d'action en milieu naturel pour les mammifères marins. Les mammifères marins, la conservation des mammifères marins, le problème, c'est que c'est beaucoup dans l'eau, c'est difficile à observer et que c'est encore un peu trop méconnu par rapport à la conservation terrestre. Sur la gouvernance, effectivement, ce que M. Delors a peut-être pas expliqué, c'est que dans ce projet de Beauval, moi, on m'a sollicité en tant qu'expert pour un petit peu voir comment ça pouvait fonctionner et comment pouvait peut-être sortir un protocole cadre impliquant des représentants de la société civile et de pouvoir produire tous les ans un rapport d'activité à la fois sur les publications scientifiques, les travaux, mais aussi sur les conditions de vie des animaux et ces indicateurs objectifs du bien-être, pouvoir les partager. Je pense que ce qui est super important, en gros, c'est la leçon qu'on a peut-être retenue, c'est que plus on parle de ce qu'on fait, plus on est transparent, mieux ça se passe. Et peut-être que ça, c'est quelque chose où nous, on aurait pu, dans la communauté des parcs zoologiques mammifères marins, bon, il faut comprendre, on était un peu effrayés, on prenait des coups, voire parfois des menaces de mort, donc on était un petit peu frileux à donner des infos, mais je pense que cette époque, elle est passée. Sur la gouvernance, par contre, attention à qui est autour de la table et qui participe. Il faut que ce soit dans un esprit, on va dire, informé, expert et constructif. Et je veux rappeler un exemple où on peut faire un petit parallèle, et ça va reparler un peu des sanctuaires, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de cette initiative qui s'appelait Rewild à l'époque, où justement des associations animalistes, et je dis bien animalistes et pas de conservation, s'étaient rassemblées pour reprendre un zoo. Et ça avait vite tourné à la catastrophe et l'expérience avait dû s'arrêter très très vite et quelqu'un a repris ce parc zoologique avec des soigneurs animaliers experts et c'est revenu à la normale. Je fais souvent cette comparaison quand on me pose la question pourquoi vous êtes opposé au sanctuaire. Je dis je ne suis pas du tout opposé aux enclos marins à condition que ça soit bien fait par des gens qui savent ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a une porte pour faire des recherches en ce sens-là. Peut-être qu'il y a encore de la recherche à faire pour savoir comment on pourrait héberger ces animaux dans des enclos marins, mais vous ne mettez pas des satellites en orbite avec des gens qui pensent que la Terre est plate. Et si vous travaillez avec des gens qui partent du principe que c'est impossible d'assurer le bien-être des animaux en parc zoologique, comment voulez-vous concevoir un type d'émergement pour ces animaux qui fonctionne ? Ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'était pour les premières questions. Pour la question sur la delphinothérapie, alors il se trouve que j'ai été impliqué dans une recherche à l'époque où je faisais ma thèse, en parallèle de ma thèse. C'était en Allemagne. Et il y avait un programme qui souhaitait montrer s'il y avait vraiment un effet, notamment sur les enfants autistes. En gros, ce qu'on sait, c'est que les animaux, vivre aux côtés des animaux, observer les animaux, mais même biologiquement, ça nous fait du bien. C'est apaisant. Un animal va avoir un rapport avec vous pour les animaux domestiques qui est très clair. Si vous trahissez sa confiance, vous la perdez, c'est fini. C'est voilà. Donc en fait, un animal, ça vous apprend le respect. Et par contre, quand on arrive à la delphinothérapie, on a tout entendu et son contraire. Pour l'instant, scientifiquement, il n'y a rien qui est démontré. Par contre, j'ai été témoin, c'est une anecdote, c'est pas de la science, mais de parents
qui avaient accepté que l'enfant aille à proximité de cet animal, le nourrisse, et qui ont compris que leur enfant était capable de faire des choses que eux n'auraient peut-être pas osé. Et le rapport entre les parents et l'enfant a changé à ce moment-là, et là, on a vu quelque chose. Donc, il y a des effets positifs. Maintenant, c'est un champ de recherche. Sur le One Health, alors là, c'est très bien que vous ayez évoqué ça. Effectivement, c'est devenu, avec d'autres outils conceptuels, le cadre de travail des parcs zoologiques. C'est-à-dire qu'on ne peut plus entendre les animaux d'un côté, les hommes de l'autre, et s'occuper des uns ou des autres. On est des animaux, on est dépendant de cette nature, et on en fait partie. Toute la question, c'est comment on va réussir à harmoniser une activité humaine qui permette de bien s'occuper des humains, tout en respectant le milieu naturel. Et je pense que là, dans les parcs zoologiques, vous trouvez des gens qui sont aux premières lignes de ces questions-là et qui savent un petit peu comment les aborder. Mais pas tout seul, encore une fois, avec l'UICN, avec d'autres. Et sur bien-être animal et reproduction, c'est une question que j'ai souvent eue. Alors moi, j'ai beaucoup débattu, discuté avec les ONG. J'ai toujours voulu inviter, tendre la main et, dans la mesure du possible, avoir des échanges cordiaux. J'ai gardé des liens assez forts avec des gens avec qui je ne partage pas les idées. Mais sur cette thématique de la reproduction, j'ai toujours été étonné que on nous reprochait de ne pas offrir une vie naturelle aux animaux en parc zoologique. Et du point de vue de l'animal, je pense que ce n'est pas vrai. Mais en même temps, en réclamant l'interdiction de la reproduction, qui est le comportement le plus éminemment naturel et structurant. Et c'est un cliché de le dire, mais tout particulièrement pour les dauphins. Ça va occuper une grande partie de leurs échanges sociaux. Ce n'est pas forcément des tendres en matière amoureuse, les dauphins, loin de là. Mais par contre, c'est un sujet d'occupation, mais prégnant. Bien-être animal, il y a aussi, et reproduction, il faut aussi parler de comment on interdirait à ces animaux de se reproduire. On peut moduler à l'échelle européenne la gestion de la population en créant des groupes de mâles temporaires, ça existe dans le milieu naturel. Par contre, si on est obligé de recourir à des produits pharmaceutiques, là, vous n'avez pas grand-chose de spécialement développé pour les dauphins. Et quand la première mouture de la loi était tombée, promulguée par Ségolène Royal à l'époque, on a été contraint d'empêcher nos animaux de se reproduire. Et on a donné un produit qui s'appelle le Régumète aux femelles. Seuls les garçons dans l'équipe étaient autorisés à manipuler ce produit parce qu'il avait des effets sur nos collègues femmes. Et sur les dauphins, on savait qu'au bout de 2 ans, il y avait un développement de problèmes dans la sphère urogénitale. Ça avait été démontré aux États-Unis. Et on a été contraint de le faire. C'était un crève-cœur pour les équipes. Donc, en fait, quand on aborde ces questions-là, il faut être encore une fois sur les faits. À quoi sert cette repro? Dans quel sens? Et Rodolphe a parfaitement expliqué. Il n'y a pas besoin de repro à l'heure actuelle, mais il y en aura besoin. Et effectivement, je pense que dans l'avenir, on aura de plus en plus besoin de structures de recherche qui hébergent des cétacés pour répondre aux questions dans l'environnement. Et donc, cette repro, elle s'entend dans ce sens-là. Ce n'est pas pour faire du dauphin, comme on me l'a déjà dit par des associations animalistes, mais c'est simplement pour les laisser vivre une vie sociale décente. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. C'était une audition quelque peu différente de l'ensemble des sujets que nous avons l'habitude de traiter ici dans cette commission des affaires économiques, mais je pense qu'il était bien intéressant que de pouvoir vous entendre, vous auditionner. Chacun aura aussi mesuré le travail que vous accomplissez, la recherche scientifique qui est menée, le sérieux avec lequel tout cela est pris en compte. Et moi-même, pour avoir l'année dernière amené mes petites filles à Beauval, je vous assure que j'ai passé 48 heures exceptionnelles. Et que, oui, 48 heures. Oui, 2 jours complets. Et vraiment, c'est fabuleux. Et en tout cas, je vous y invite, si vous ne connaissez pas Beauval, parce qu'à l'endroit où Beauval a pris naissance, il faut y aller quand même. Hein. Et ce n'était pas évident de relever ce défi et de pouvoir attirer, je dirais presque le monde entier, en tout cas beaucoup de visiteurs. Et bravo pour tout ce que vous accomplissez. Et on va suivre avec attention, bien évidemment, les projets que vous nourrissez, en espérant pour les animaux concernés qu'ils puissent aboutir. Merci à vous.